cadre des témoignages du port de la Lune qui sont organisés par le collectif Bordeaux Marinopole à l'intention donc du musée d'histoire maritime de Bordeaux, nous sommes aujourd'hui accueillis par M. Dominique Parmentier qui va nous parler d'un aïeul célèbre, très connu aujourd'hui par rapport à un plat renommé qui porte son nom, mais bien au-delà de ce plat, il y a toute une histoire passionnante d'un homme extraordinaire qui a fait énormément de choses à la fin du XVIIIe siècle. Alors merci de nous accueillir chez vous et merci d'avoir accepté cette interview. Merci d'accepter de nous parler de votre aïeul en nous racontant déjà un petit peu son passé, d'où vient-il, qui est-il, et faites-nous vivre un petit peu tout cela. Voilà, alors Antoine-Augustin Parmentier est né en 1737, Montdidier, dans la Somme. Il était fils d'un pauvre homme dont il a été orphelin d'ailleurs à 9 ans. Et il a été éduqué par sa mère, parce qu'une famille très pauvre, il n'avait même pas accès à l'école. Et c'est sa mère qui l'a formé, et un brave curé, qui lui a notamment appris le latin. Et le latin a été une chose très importante pour lui par la suite, puisque dans la pharmacopée, tous les titres, etc., les médicaments, les appellations sont souvent en latin. Donc il a été mis à l'âge de 13 ans commis chez un apothicaire local de Montdidier. Ensuite, il est monté à Paris, où là, il a progressé très très vite, et il est devenu donc grand spécialiste de la pharmacie, des dosages de pharmacie, dont des médicaments donc aux malades, etc., etc. Et puis à l'âge de 20 ans, il a été enrôlé dans l'armée française pour aller combattre dans le Hanovre, combattre les Prussiens. C'est la fameuse guerre de 7 ans contre Frédéric II, dans laquelle il a joué un rôle important. Il était militaire en plus d'être pharmacien. Et il a été fait prisonnier, il s'est évadé 5 fois. Enfin, ça a été vraiment très très courageux. C'était un homme de toute façon très très courageux. Et ensuite, il a découvert pendant sa captivité les qualités nutritives d'un aliment qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire la pomme de terre. Donc la pomme de terre qui existait déjà en Allemagne. Exactement, et qui était consommée par les habitants, par les couples, par les enfants, etc. Alors qu'en France, on ne voulait surtout pas manger de la pomme de terre qui était soi-disant réservée pour les cochons et qui était susceptible de communiquer la gale, la lèpre, etc., etc. Et Parmentier, qui a été nourri pendant plusieurs années de captivité par des pommes de terre, s'est aperçu qu'on pouvait les accommoder et que c'était très bon sur le plan alimentaire, etc. C'était un aliment qu'on pouvait servir dans les meilleures tables. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, il y avait une très forte prévention contre la pomme de terre, notamment par Diderot dans l'encyclopédie, par Voltaire, etc. Parce que tous les efforts de Parmentier pour que la pomme de terre soit distribuée dans les tables, etc., ont été vains pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, donc je résume, hein, donc il est rentré de sa campagne du Hanovre. Il s'est installé aux Invalides, parce qu'il a gagné un concours d'apothicaire aux Invalides. Il a eu le titre d'apothicaire royal. Et là, aux Invalides, il avait un logement et un petit jardin. Et dans ce petit jardin, il cultivait cette fameuse tubercule. Et ensuite, il réunissait des gens connus de l'époque, comme Vilmorin, comme Larrey, comme tous ces gens-là, pour leur faire connaître la pomme de terre et surtout vaincre les préventions. Parce qu'à ce moment-là, on est en 1785, 1787, 1789, il y avait des disettes très importantes, des famines, etc. Et il y avait beaucoup de mécontentement. Et d'ailleurs, la disette, les disettes du blé notamment, les problèmes de distribution de pain ont fait, c'était un peu les prémices de la Révolution. Hein. Les peuples étaient affamés, très mécontents. Les Parmentier donc faisait en sorte, avec sa fameuse pomme de terre, de la faire rentrer dans les mœurs. Et grâce au roi Louis XVI, à qui Parmentier était venu expliquer la nécessité de consommer, de changer un peu de tubercules et d'aliments,
Louis XVI l'a autorisé à cultiver du blé, des pommes de terre, dans la plaine des Sablons. Il lui a donné 25 hectares de terre, 50 arpents, et Parmentier a pris un stratagème assez malin. Il a entouré cette plaine des Sablons de gardes et qui étaient chargés de fermer les yeux quand les habitants venaient chaparder la pomme de terre. Parce qu'ils se sont dit, puisque c'est gardé, ça doit être quelque chose d'important. Voilà. C'était du marketing avant l'heure. Du marketing avant l'heure, voilà. Une grande opération de relations publiques. Absolument. Et il avait fait autre chose également. Il avait fait plusieurs dîners aux Invalides, où il a invité les grands de l'époque. Et puis là, il avait fait des menus à base de pommes de terre. Donc 20 plats à base de pommes de terre, y compris l'alcool, y compris tout. Voilà. Donc il y avait Lavoisier, il y avait Villemorin, enfin il y avait des gens. Parce qu'en fait, Parmentier était un chimiste alimentaire, si vous voulez. Beaucoup plus important même que... Un chimiste alimentaire. Un chimiste alimentaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, encore une fois, on cherchait tous les moyens de lutter contre les famines. Et on cherchait des aliments, des végétaux justement, qui puissent suppléer aux maigres rations qu'avait le peuple, si vous voulez. Donc Parmentier a réussi à faire admettre, mais avec beaucoup de difficultés, que la pomme de terre pouvait résoudre tous les problèmes de disette, d'alimentation, etc., etc. Mais il a lutté pendant 10 ans, à tel point qu'il s'est présenté un jour à une élection administrative et on n'a pas voulu de lui parce que les autres candidats ont fait une campagne en disant il va nous obliger à manger de la pomme de terre si on soit obligé. Donc il n'a pas été élu à cet état administratif. Alors sinon, comme autre fait d'arbre qui peut être en liaison avec Bordeaux, il a été chargé de l'approvisionnement de l'expédition de la Pérouse. Et qui est quand même, voilà, qu'à l'époque, ça a eu un grand retentissement. Oui, et voilà ce qu'on peut dire en très très résumé de la vie de... David Parmentier. D'après ce que vous m'aviez dit, il a terminé comme au service des armées de Napoléon. Voilà, exactement. Une longue carrière. Alors il a servi sous Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Et notamment pendant la retraite de Russie, vous savez que les soldats ont beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de mortalité, beaucoup de famine. Et heureusement que les grognards avaient chacun des pommes de terre sur eux, qu'ils faisaient cuire dans la terre et qui ont permis d'en sauver un très grand nombre. Simplement avec des pommes de terre qui étaient très grandes. Voilà, exactement. Mais sinon, il s'est intéressé à beaucoup d'autres choses. Il a été nommé président du comité de salubrité publique. Il a lutté également contre le scorbut, lien avec le... Voilà. Et voilà, un certain nombre d'études de pas mal de tubercules. Il a travaillé sur la châtaigne, il a travaillé sur le blé, bien entendu, sur beaucoup d'autres sujets. Et il a été reconnu, mais très difficilement, il a bout de 20 années de combat, puisqu'il avait les encyclopédistes contre lui, il a eu Voltaire contre lui, mais après Voltaire s'est retourné et a fait donc beaucoup de papiers, de documents sur lui. Très bien. Alors il y a un passage célèbre apparemment quand il rencontre Louis XVI, voilà. Et Antoinette. Exactement. Alors Louis XVI a très bien compris l'intérêt de la pomme de terre et Parmentier est arrivé un jour à Versailles avec des fleurs de pommes de terre qui sont des fleurs bleues splendides et Louis XVI a dit à Parmentier, Monsieur Parmentier, vous êtes un brave homme, serrez-moi la main et embrassez la reine. Il s'est empressé de mettre des fleurs dans sa perruque, etc. Du coup, toute la cour de Versailles, pendant plusieurs semaines, a cherché des fleurs de pommes de terre pour pouvoir les arborer. Voilà. Très bien. Et donc, il y a aussi vous m'aviez parlé effectivement de sa personnalité, qui était un homme qui était voilà. Très travailleur. C'était un travailleur infatigable. Il paraît qu'il travaillait jusqu'à 3 heures du matin tous les jours. Mais il avait un caractère très difficile, très très difficile. C'est pour ça qu'il n'a jamais été fait baron comme l'ont été Larrey, un certain nombre de ses contemporains.
parce qu'il estimait qu'il n'était pas aux ordres de Napoléon. C'était vraiment le savant enfermé un peu dans sa bulle, dans son œuvre, et qui ne faisait absolument pas il ne voulait pas du tout dépendre de Napoléon. Sinon, tout le reste de ses études sont des études extrêmement techniques. Notamment, il a étudié le sirop de raisin, parce qu'on était en plein blocus continental. Et donc, pour suppléer au sucre de canne qu'on n'avait plus, il a tiré du sucre à partir du sirop de raisin. Le sirop de raisin, il y a eu plusieurs ouvrages de lui sur ce fameux sirop de raisin qui permettait de remplacer le sucre, qui manquait cruellement à... Napoléon ne lance l'idée de faire du sucre avec de la betterave. Voilà, exactement. Et donc c'était un inventeur finalement. Oui, c'était également. Alors, il a inventé beaucoup d'autres choses que la pomme de terre, mais il est resté dans la mémoire publique comme l'inventeur de la pomme de terre. Oui, et en plus, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours entendu dire que c'était effectivement un tubercule qui avait été ramené d'Amérique. Absolument. Mais je pensais que c'était par lui et non pas par les Allemands. Non, c'était ramené du Pérou au départ, au XVe siècle, répandu dans toute l'Europe, mais simplement aux fins de nourrir les animaux. Et surtout pas, pour moi, pour les Français, pour ne pas nourrir les hommes. D'accord. Donc il a lutté toute sa vie contre ces préventions, même jusqu'à sa mort. Alors il travaillait seul et il était aidé par sa sœur qui lui vouait, qui s'appelait Suzanne, qui lui vouait un culte. Et elle s'occupait de tout, et elle est morte 3-4 ans avant lui. Et il a été très très affecté. Et voilà. Parce qu'il avait des neveux dont nous descendons d'un de ses frères. Parce que lui, il ne s'est pas marié. Et lui, il ne s'est pas marié, c'était un célibataire endurci. Et il était d'ailleurs surnommé le bourru bienfaisant. Parce qu'il avait bienfaisant. D'accord. Et donc vous descendez d'un de ses frères. D'un de ses frères, exactement, à la sixième génération. Et on a donc un certain nombre d'objets qui lui ont appartenu. On a son bureau, on a toute une série de livres, de lettres manuscrites, mais qui sont encore une fois extrêmement techniques. Il communique, voilà. Alors, il a sorti également dans un livre que j'ai par là, des recommandations pour les femmes. La bonne ménagère. Qu'est-ce qu'une bonne ménagère? Alors, la bonne ménagère, c'est celle qui est d'abord aimable avec son mari, c'est la première chose. Alors, il donne des tas de conseils comme ça, c'est assez amusant. Qui ne s'est pas marié. Voilà, mais ça ne plairait pas trop aux féministes, je pense, parce que la femme doit être à sa place, faire le ménage, etc. Que tout soit bien propre. L'hygiène, c'était quelque chose de très, très important à l'époque. Parce que... Enfin, pour lui, parce que j'ai pas l'impression que... à Versailles, l'hygiène était aussi extraordinaire que ça. Et c'est pour ça il a fait beaucoup de préconisations, notamment sur la conservation des viandes, notamment pendant les trajets en bateau. Il préconisait les boîtes étanches pour mettre tous les aliments un peu susceptibles de corruption. Et c'était un de ses travaux aussi. Voilà. Et donc vous avez actuellement aux Invalides son laboratoire qu'on peut visiter toujours. Alors, il suffit de donner un petit coup de fil et vous pouvez visiter son laboratoire. Alors, vous voyez, qui est conservé en l'état et qu'on a visité il y a quelques années avec mon père et tout, et le gouverneur des Invalides, sachant qu'on était des parmentiers, nous a fait visiter son laboratoire qui est toujours là. D'accord, absolument. Et alors, vous m'avez montré tout à l'heure une arme blanche qui lui aurait été... Oui, absolument. Je vais peut-être aller la chercher. Voilà, c'est un couteau de chasse, en fait. C'est un couteau de chasse, très bien. Voilà, qui lui a été remis par Napoléon lui-même. Donc, qui est resté dans la famille jusqu'ici. Une belle arme blanche. Voilà, exactement. Remis par Napoléon. Remis par Napoléon, en main propre, comme on dit. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour de... Oui, un tour rapide, mais sinon il y aurait tellement de choses à dire. Peut-être beaucoup de choses encore que vous pouvez raconter sur votre aïeul. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir fait ce résumé de sa vie et de son œuvre, si je puis dire, et surtout le rapport avec... le monde un peu maritime en passant. Oui. Très intéressant aussi. Alors je voulais vous citer
un texte de Voltaire qui est très amusant, si je le retrouve tout de suite. Voilà, alors Voltaire déclarait, en termes très élogieux, hein, vous avez rendu à la France un grand service en lui prouvant qu'elle peut tripler et quadrupler les substances nécessaires à l'alimentation de ses nombreuses populations. Le vulgaire fait grand cas des brigands illustres qui désolent le monde et qui les décorent du titre de héros. Croyez-moi, monsieur, une gloire comme la vôtre est bien supérieure à celle de ces dévastateurs. Leur gloire est sanglante et entourée de ruines. La vôtre est pure et mérite l'ovation de tous ceux qui aiment l'humanité. C'est pas beau ? Ah bah, bravo. Pour terminer cet entretien. Voilà. Alors que Voltaire avait été très, très sceptique au début. Bah oui, et il avait dit que la pomme de terre était un colifichet de la nature. Point. Oui, c'est assez. Voilà, c'était très méprisant. Très méprisant, effectivement. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Par cette très belle phrase, finalement, d'un Voltaire qui revient sur ses positions. Exactement. Très intéressant. Merci encore à vous. Merci à vous, monsieur Vidal. Et merci de votre accueil. Merci beaucoup.